tout ce que tu veux, tu peux l'accomplir, tu peux l'atteindre. Ça demande du travail, mais moi je suis convaincue qu'on est capable de tout faire. Moi de base, j'ai une personnalité très timide, très introvertie. Dans ma tête, moi je me voyais suivre la voie, suivre le chemin établi. En vrai, en y repensant, c'était pas forcément le meilleur move. Et en fait, j'ai eu un déclic là-bas. Pourquoi est-ce que moi je pourrais pas le faire non plus? Voilà, j'étais étudiante, j'avais pas cet argent-là. Moi, je veux bosser pour moi, je veux bosser à mon compte. J'ai enfin réussi à accomplir tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai vraiment vu mon avenir défiler devant mes yeux. C'était inconcevable en fait pour moi. Tu es capable de tout à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Bienvenue dans Coulisses d'une créatrice. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de podcast que j'avais envie de faire depuis déjà un petit moment. Je pense que je vais l'intituler « Tu peux tout accomplir » ou « Tout est possible », enfin quelque chose comme ça. Ça va être un peu un podcast mindset, inspiration, mais aussi où je vais te donner des vraies clés à la fin pour te permettre d'accomplir tout ce que tu veux dans ta vie. Et je vais faire un peu de storytelling, même si j'ai pas forcément l'habitude d'en faire beaucoup. Enfin, c'est vrai que généralement, j'essaye de parler de mes expériences, mais je fais pas énormément de storytelling en dehors de mes événements, par exemple. Et j'ai remarqué que, par exemple, dans le UGC Mastery, j'avais fait du storytelling par rapport à mon parcours, par rapport à mon histoire. Et il y a plein de personnes qui sont venues en privé me dire que ça les avait inspirées, motivées, qu'elles se retrouvaient un peu dans mon parcours et que ça leur donne envie de vraiment tout accomplir. Donc, je me suis dit que j'allais faire un épisode de podcast pour partager tout ça et pour te partager vraiment les 3 choses qui font que moi, j'ai réussi à passer d'une meuf, super timide, vraiment qui faisait tout pour ne pas attirer l'attention, qui pensait avoir déjà un chemin tout tracé dans le salariat, à finalement devenir libre de mon temps, devenir indépendante, créer ma propre entreprise, être sur les réseaux sociaux, alors que c'est quelque chose que j'aurais jamais imaginé par le passé. Donc je vais t'expliquer un peu le cheminement de comment tout ça s'est passé, en te partageant du coup mon parcours, mon histoire personnelle, et à la fin je te donnerai vraiment les 3 clés qui m'ont permis d'atteindre tout ça et de vraiment changer radicalement le cours de ma vie. Et donc cet épisode, j'ai aussi eu l'idée de le faire parce que c'est vrai que j'entends souvent des personnes qui se disent qu'elles sont pas capables d'accomplir certaines choses de par leur personnalité, parce qu'elles sont assez timides, elles sont assez introverties, elles se disent qu'elles peuvent pas être sur les réseaux sociaux ou faire de la création de contenu pour les marques. Ou alors t'as d'autres personnes qui se disent qu'elles peuvent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles viennent pas d'une famille entrepreneuriale, elles ont pas grandi là-dedans, elles ont vraiment eu l'éducation classique, on va dire, où on te dit voilà, tu dois faire des études, avoir ton CDI et ensuite t'auras ta maison. Ou des personnes qui se disent qu'à cause de leur niveau ou à cause de leur manque de compétences, elles sont pas capables de faire certaines choses. Et ici, je veux vraiment dans cet épisode briser ces croyances-là. Si aujourd'hui t'as des croyances limitantes comme ça, pour te prouver que c'est clairement possible, tout ce que tu veux, tu peux l'accomplir, tu peux l'atteindre. Ça demande du travail, mais moi je suis convaincue qu'on est capable de tout faire à partir du moment où on s'en donne les moyens. Du coup, je vais te partager un petit peu mon parcours, donc comment tout a commencé. Donc de base, moi je viens d'une famille assez classique, modeste, donc j'ai eu une éducation scolaire classique, donc l'enseignement public, un frère aîné, mes 2 parents qui sont toujours ensemble. On n'a jamais été riches, mais on n'était pas pauvres non plus, enfin dans le sens où on manquait de rien. J'ai jamais ressenti que je manquais vraiment de quelque chose. Oui, parfois, c'est vrai qu'il y avait des copines ou des copains qui avaient des trucs, je sais pas, ils recevaient des cadeaux, des Nintendo DS comme ça, sans aucune raison. Nous, nos parents, ils voulaient pas faire de nous des enfants pourri gâtés. Genre, si on voulait ce genre de truc, on devait travailler pour, ou alors on devait économiser quand on recevait de l'argent, je sais pas, à Noël ou à nos anniversaires. Enfin, ils voulaient pas, dès qu'on veut quelque chose, directement, ils nous le donnent. Et ça, je trouve que c'est une bonne chose quand même, parce que ça fait de nous qu'on n'est pas des enfants capricieux. On a une certaine valeur des choses aussi. On se rend compte que voilà, si tu veux un truc, tu dois travailler pour et ça va pas tomber du ciel. Donc ça, je pense que c'est vraiment des bonnes choses et c'est des valeurs qui sont importantes pour mes parents et qui sont importantes pour moi aussi. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc comme je t'ai dit, j'ai étudié dans l'enseignement public. Donc moi, de base, j'ai une personnalité très timide, très introvertie. Vraiment pas le genre de personne à parler en public, à parler même quand on est dans un groupe avec des amis ou quoi. C'est jamais moi qui vais vraiment prendre la parole. Ou même si je discute avec une amie, je vais plus l'écouter que moi parler de moi. Sauf si je suis vraiment à l'aise avec elle. Enfin, vraiment, je suis de base quelqu'un de très discrète. Limite, de mes 12 à mes 18 ans, je l'ai déjà expliqué, mais j'étais vraiment une personne limite effacée. Genre, je voulais vraiment pas attirer l'attention. Je voulais faire en sorte que, être discrète et que personne se retourne sur moi. Dans ma tête, moi, je me voyais suivre la voie, suivre le chemin établi, faire un peu ce que tout le monde fait et pas faire de vagues, pas vouloir faire quelque chose de différent, pas vouloir entreprendre. Enfin, tout ça, c'était même pas des idées que j'avais dans la tête. Donc ça, c'était vraiment de mes 12 à 18 ans. J'avais beaucoup de mal en sciences aussi. J'étais vraiment super nulle. J'ai déjà expliqué dans des posts sur Instagram, mais vraiment, physique, c'était ma bête noire. J'étais trop nulle. Chaque année, je devais repasser mon examen en août. Enfin, j'avais toujours un examen de passage, on appelle ça. Et ouais, c'était toujours l'examen que je ratais, vraiment mon bulletin scolaire de ma dernière année. Donc, je pense qu'en France, ça doit être
l'équivalent du lycée. Nous, en Belgique, on appelle ça les secondaires. Mais vraiment, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Il y avait que du rouge. Donc, rouge, c'était insuffisant. Donc, moins de 50%, il y avait que du rouge. Et surtout en sciences, vraiment, c'était un enfer pour moi. J'avais beaucoup de mal là-dedans. Et pourtant, je travaillais. J'essayais vraiment d'être rigoureuse et tout. Mais juste, ça prenait pas. Je détestais ça. À chaque fois, c'était une corvée. Donc, j'avais trop de mal là-dedans. Donc, franchement, mes profs, ils me voyaient pas. Ils voyaient pas une carrière de fou pour moi. Ils s'imaginaient que, voilà, j'allais travailler dans les langues. Donc, le seul domaine où j'étais plus ou moins douée. Et que, voilà, mais sinon, que j'allais pas devenir ingénieur ou quoi que ce soit. Et ils avaient raison, d'ailleurs. Et d'ailleurs, ça a fait que ma directrice m'a rabaissé le dernier jour de mes études. Le dernier jour où j'ai reçu mon diplôme, en gros. Donc, le jour où tu reçois ton diplôme du lycée, donc nous, c'est des secondaires. C'est un certificat qui certifie que tu es apte à faire des études universitaires par la suite. Du coup, moi, j'avais raté à nouveau cet examen physique alors que j'avais une deuxième chance en août. Et en fait, j'ai été convoquée par la directrice dans son bureau. Et là, elle m'a rabaissée. Elle m'a dit, franchement, tu sors pas par la grande porte. C'est honteux d'avoir encore raté alors qu'on t'a donné une deuxième chance. Elle faisait vraiment en mode, j'avais pas bossé, j'avais limite fait exprès de rater, j'avais fait aucun effort alors que tout l'été, j'avais charbonné, j'avais pris des cours particuliers et tout. Mais juste, j'y comprenais rien et voilà. Je comprenais pas trop, j'ai pas trop compris son objectif. Toujours à l'heure actuelle, je sais pas pourquoi elle m'a convoquée dans son bureau, qu'elle a fait ça et qu'elle m'a rabaissé finalement. J'avais les larmes aux yeux et tout. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui attendaient dehors parce qu'elle avait convoqué aussi d'autres personnes qui avaient eu des échecs dans certaines branches alors qu'ils avaient une deuxième chance. Vraiment, je sais pas, elle s'était dit, ok, là je vais me défouler, je vais convoquer plusieurs élèves et ça y est. Bref, c'est vrai que ça m'avait mis vraiment un gros coup au moral et je m'étais dit que... j'arriverais jamais à rien d'extraordinaire dans ma vie. Je voyais mes copains de classe qui étaient super forts en sciences, qui avaient déjà des carrières entre guillemets toutes tracées, ils allaient faire de la recherche et tout. Et moi, je me disais, moi, je suis pas spécialement douée dans un domaine, à part les langues où je me débrouillais plutôt bien, genre en anglais et en néerlandais. Voilà, j'étais j'avais un bon niveau parce que c'était quelque chose que j'appréciais. Et donc, en fait, de là, je me suis dit, ok, je vais faire le seul truc dans lequel je suis plus ou moins douée, je vais faire des études dans les langues. Et du coup, c'est comme ça que à mes 17 ans, puisque moi je suis née en fin d'année, donc à mes 17 ans, je me suis inscrite à l'université pour justement faire un bachelier en langue. Donc j'ai choisi l'anglais et le mandarin. Le mandarin, me demande pas pourquoi. C'est juste que je me disais, voilà, c'est une langue un peu assez complexe. En Belgique, il y a certainement pas beaucoup de personnes qui l'apprennent. Et le fait de parler mandarin et français, ça va m'ouvrir des portes. Je vais avoir un job incroyable et tout. En vrai, en y repensant, c'était pas forcément le meilleur move. Mais bon, bref, j'ai quand même fait mon bachelier en mandarin anglais. J'avais aussi espagnol en option. Et en vrai, j'étais pas tellement épanouie dans ce que je faisais. Je le faisais parce que, voilà, je me suis lancée dans des études universitaires, il y a mes parents qui payent derrière. Oui, il faut que je fasse le taf, il faut que je réussisse, il faut que j'ai un diplôme, il faut que j'ai ce fameux papier. Mais j'étais pas plus épanouie que ça. Je me rappelle, je faisais mes cours et voilà, tout ce qui m'importait en plus à l'époque, parce que du coup, comme j'ai été timide toute mon adolescence, je me suis dit, ça y est, je rentre à l'université, je vais être une nouvelle personne. Et donc, j'essaie de sortir en soirée, je sortais en soirée, je buvais alors que, voilà, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. J'essayais vraiment d'être une autre personne pour ne plus être cette fille timide que j'étais en secondaire. Donc ça, c'était vraiment la seule chose qui m'importait. Ça, et quand même réussir mon année scolaire parce que, voilà, mes parents, ils avaient investi de l'argent en moi et tout. Ils m'avaient même payé un cote. Un cote, c'est un genre d'appartement pour étudiants à l'époque. Donc j'avais, entre guillemets, j'avais l'impression d'avoir cette dette envers eux. Et c'est normal. Tu vois, ils ont investi de l'argent en moi. Je vais pas faire n'importe quoi avec. Mais quand j'avais fini cette partie-là, ouais, tout ce qui m'importait, c'était vraiment sortir et être cette autre personne et pouvoir enterrer un peu l'ancienne Lodis, la Lodis qui était super timide et tout, ce qui a fait que je me suis même retrouvée avec des mauvaises fréquentations et tout. J'avais des potes qui tirait pas vraiment vers le haut, qui tirait pas du tout vers le haut. J'étais limite devenue une autre personne et j'aimais pas forcément cette personne que j'étais devenue, mais j'avais pas non plus envie de redevenir la personne que j'étais avant. Je sais pas si c'est compréhensible, mais voilà. Et du coup, j'ai fait mon bachelier, ça a duré 3 ans, mais en fait, moi j'ai eu un déclic quand je suis partie en Erasmus. Donc comme j'étudiais le mandarin, j'ai eu l'occasion, donc c'était la 3e année, de partir en Erasmus en Chine. Donc j'avais choisi la ville de Shanghai. C'était trop bien, franchement. Donc j'ai vécu là-bas pendant 6-7 mois parce que je suis restée un petit peu plus longtemps après, vu qu'il y avait la diplomation et après il y avait les vacances d'été, donc je suis restée un petit peu plus longtemps après. Et en fait, j'ai eu un déclic là-bas parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de personnes, des jeunes un peu plus âgés que moi, parce que moi à ce moment-là, j'avais
j'avais 20 ans, 21 ans, quelque chose comme ça. Et il y avait des personnes de 23, 24 ans que je rencontrais parce que tu rencontres plein de gens à Shanghai. Enfin, vraiment, c'est un peu comme Dubaï, tu rencontres plein de gens. Et je rencontrais des gens qui étaient un peu plus âgés que moi et qui étaient déjà, j'avais l'impression, à des années-lumière de moi, qui étaient genre freelance dans des domaines ou quoi, et qui avaient créé leur propre job, genre sur mesure pour eux, sans forcément dépendre d'un patron. Et moi, je trouvais ça juste incroyable. Enfin, des gens qui avaient 3 ans ou 4 ans de plus que moi. Je me disais, mais comment c'est possible? Alors que moi, dans ma tête, je m'étais toujours dit, je vais faire mon bachelier, puis je vais faire mon master, et ensuite, je trouverai un CDI dans une boîte de traduction et je traduirai des textes toute la journée. Mais c'est vrai que quand je me suis posée et que je me suis dit, Lodis, est-ce que c'est vraiment ça? C'est vraiment ce à quoi ta vie va ressembler? Est-ce que c'est ça que tu veux? Je me suis dit, mais non. Et c'est là que j'ai eu mon déclic, c'est là que je me suis dit, mais attends, s'il y a des gens qui vivent de leur passion, pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas le faire non plus? Est-ce que vraiment j'ai envie de bosser pour un patron tous les jours, du lundi au vendredi, et être derrière un bureau à traduire des textes du mandarin vers le français? Est-ce que vraiment c'est ça qui me fait rêver? Et je me suis rendu compte que pas du tout. Et je savais que l'entrepreneuriat, pour moi, c'était quand même assez distant, dans le sens où moi, je pensais que c'était réservé à une élite, genre à des personnes plus intelligentes que la norme et tout, parce que pour créer une entreprise, mais j'imaginais pas forcément l'entrepreneur, le solo-entrepreneur qui crée sa petite boîte tranquille, dans son coin. Ça, pour moi, c'était pas quelque chose que j'imaginais. Et c'est pour ça que je me disais, il faut être vraiment faire partie de l'élite pour créer ça. Et c'est quand j'ai rencontré ces quelques personnes-là en Chine que je me suis dit, mais en fait, regarde, eux, ils sont solo-entrepreneurs, ils ont de compte à rendre à personne, ils ont pas de personnel à gérer. Pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas le faire? Ok, je suis pas première de classe, mais je suis quand même une personne assez débrouillarde. Je pense que je peux apprendre relativement vite. Et c'est comme ça que je me suis dit, oui, c'est peut-être aussi possible pour moi. Et donc, je me rappelle, j'avais à ce moment-là téléphoné à mes parents. Je leur avais dit, je suis en train de terminer ici mon année scolaire, puisque je terminais mon année scolaire en Chine. Mais en fait, je me rends compte que j'ai pas envie de poursuivre le master. Et donc, on avait parlé un petit peu au téléphone. Et franchement, honnêtement, ils l'avaient bien pris. Donc, j'ai eu beaucoup de chance. Après, je pense que c'est aussi dû au fait que j'ai un grand frère qui, lui, s'était lancé aussi à son compte. Donc, avant moi. Et je sais que lui, quand il a arrêté ses études et qu'il s'est lancé entrepreneur, ça a été un choc pour eux. Je pense que mes parents, ils étaient pas trop chauds au début, je me rappelle. Mais comme ils avaient déjà vécu ça avec lui, je pense que ça a été plus facile à accepter pour moi. Mais c'est vrai que mon frère s'était lancé là-dedans, mais c'était vraiment les débuts et tout. Et je voyais vraiment ça de l'extérieur. Je savais pas trop ce qu'il faisait. Tu vois, tu fais tes trucs dans ton coin quand tu débutes et tout. Et je me suis dit aussi, peut-être que si lui il y arrive, peut-être que moi aussi je pourrais y arriver. Et c'est marrant finalement que tous les deux on se soit lancés dans l'entrepreneuriat, parce qu'il est toujours entrepreneur à l'heure actuelle, parce que en fait aucun de nos parents n'est entrepreneur, ils sont tous les deux salariés. Dans notre famille il n'y a pas d'entrepreneur avec qui on a eu des liens soudés ou quoi. Il y en a peut-être un ou deux, mais on n'est pas super proche avec eux. C'est vrai que c'est marrant que tous les deux on ait eu cette envie de se lancer à notre compte et de vivre selon nos termes d'une certaine façon. Et donc à ce moment-là, donc je reviens de mon voyage en Chine et c'est à ce moment-là que je prends la décision radicale de pas poursuivre mon master et de vouloir me lancer vraiment à mon compte. Et alors, ce que j'ai pas dit aussi, c'est avant ça, donc avant de revenir de mon voyage en Chine, en fait, moi, de base, je voulais pas du tout me lancer, pas spécialement me lancer dans des métiers digitaux, donc création de contenu ou quoi. En fait, j'ai fait quelque chose d'autre avant et ça, j'en parle très rarement sur mes réseaux sociaux parce que ça a vraiment été une période très très courte. En fait, quand j'étais en Chine, je me suis rendu compte que les gens, ils mangeaient mal. Il y avait des gens qui mangeaient bien, mais il y avait beaucoup de gens qui mangeaient mal. Il y avait beaucoup de fast-food, beaucoup de trucs gras. Il y a aussi une grosse part d'obésité. En vrai, en Chine, on se rend pas compte. Il y en avait beaucoup qui faisaient du sport aussi, mais on se rend pas compte que le taux d'obésité a vraiment évolué en Chine. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que moi, j'aimais bien tout ce qui était manger sainement, nutrition, etc. Je me rappelle, j'avais mon petit appartement étudiant à l'époque, pendant mon Erasmus, et je me faisais à chaque fois, tous les jours, je me faisais à manger. J'allais chercher mes courses au Whole Foods, je crois, quelque chose comme ça. Ça s'appelait comme ça, c'était un équivalent d'un magasin bio, quoi. Et je me faisais mes petits plats et tout, et je me disais, mais en soi, regarde, je suis à l'étranger, je fais mes plats, j'arrive à manger sainement, à garder un physique quand même assez sportif, je fais mon activité sportive à côté et tout. Pourquoi est-ce que je donnerais pas des conseils aux gens pour justement réussir à mieux manger, à mieux s'alimenter? Parce que je sais qu'en Belgique, c'est aussi quelque chose qui est assez problématique, on mange de plus en plus mal. Et du coup, c'était ça mon idée, ma première idée entrepreneuriale, c'était me lancer dans l'accompagnement en nutrition avec des personnes qui en ont besoin. Et donc c'est ça que j'ai fait en fait. Quand je suis revenue en Belgique, je savais que je voulais faire ça, donc accompagner des gens dans la nutrition. Donc j'ai intégré une formation en nutrithérapie, sauf que je l'ai pas rejoint directement parce que je crois que c'était
3 000 euros, quelque chose comme ça. J'avais pas ça. Enfin, j'étais étudiante, j'avais pas cet argent-là. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des jobs alimentaires pendant plusieurs mois. Donc, j'ai fait plusieurs trucs en intérim. J'ai été serveuse, j'ai été barmaid, j'ai été surveillante dans un parc animalier. Enfin, vraiment tous des trucs comme ça. Et en fait, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté pour pouvoir justement rejoindre ce programme, cet accompagnement, enfin cette formation, pour pouvoir me former à la nutrithérapie. Et puis, quelques mois plus tard, là, j'ai postulé un job en tant que community manager. Donc, j'aimais bien les réseaux sociaux, mais j'avais pas forcément d'expérience, moi, en tant que community manager. La seule chose que j'avais fait, puisque du coup, j'étais intéressée par la nutrition, la nutrithérapie, c'est que j'avais déjà mon propre compte Instagram où je partageais des recettes et où j'animais une communauté. Donc, tous ces posts-là, maintenant, je les ai archivés, ils étaient sur un autre compte. Mais en gros, j'avais un compte Instagram où je partageais des recettes quasiment tous les jours. Je faisais des stories avec mes petits plats où je donnais des conseils sur la nutrition avec ce que j'avais appris à la formation. Et du coup, j'ai utilisé ce compte-là comme preuve sociale quand j'ai postulé au job en tant que community manager pour ma ville. Donc, c'était pour une office du tourisme. Et j'ai dit, voilà, regardez, j'ai déjà mon propre compte Instagram, je le gère plutôt bien, je sais créer des vidéos, je sais faire des posts qui engagent, etc. J'avais pas une grosse communauté, j'avais peut-être, 700 abonnés et encore. Et finalement, ils m'ont sélectionné. Donc, j'étais en compétition, entre guillemets, avec une autre personne. On a dû passer un test final et c'est moi qui ai gagné. Et du coup, je suis devenue community manager pour l'office du tourisme de ma ville. Et donc, j'ai fait ça pendant 1 an et je me suis dit, ça va me permettre aussi de mettre de l'argent de côté et en même temps de pouvoir me lancer en tant qu'indépendante complémentaire. Parce que du coup, quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, quand tu te lances en full-time direct, tu vas forcément payer les charges qui vont avec. Et moi, j'avais peur de ça puisque je me dis, j'ai pas encore de clients, enfin, comment je vais faire pour arriver à gérer et à payer tout ça? Ce qu'il me faudrait, c'est avoir une activité de salarié et pouvoir lancer mon activité en parallèle, mon activité freelance, comme ça, mes charges, les cotisations et tout ça, elles seront réduites. Et donc, c'était un peu mon plan avec ce job-là. C'était un CDD à l'époque, CDD de community manager. Et le premier jour où j'ai signé mon contrat, c'est aussi ce jour-là où j'ai créé ma boîte, ma micro-entreprise en tant qu'activité complémentaire. Et donc, à ce moment-là, j'ai pu commencer les coachings en nutrition et à commencer à coacher des personnes pour leur apprendre à mieux manger, etc. Et donc, de fil en aiguille, ça a duré quelques mois. Enfin, mon contrat en tant que community manager, il a duré 1 an. Donc ça, c'était mon activité salariée. J'aimais bien le job, mais juste, je me rendais compte que le salariat, c'était pas fait pour moi. Avoir des directives comme ça, avoir un patron derrière moi qui me dit quoi faire, ou avoir des opinions sur des trucs alors que je sais que c'est pas la bonne chose à faire, mais je peux pas vraiment donner mon avis parce que voilà, moi, je suis la petite employée, je viens d'arriver et tout, je peux pas forcément imposer mon truc. Tout ça, c'était vraiment, c'était des éléments qui me faisaient prendre conscience que je voulais être à mon compte, je voulais être libre, je voulais pouvoir créer ma propre activité. Même le fait les horaires, c'était de 9h à 17h30. Même ce truc-là de devoir être dispo pour ton patron de 9h à 17h30 et seulement après tu peux rentrer chez toi, seulement après tu peux faire ta vie. Sauf que à 22h, c'est déjà l'heure d'aller dormir. En fait, t'as 4-5 heures de temps libre. Ça me donnait la nausée en fait. Et ça a été vraiment le truc le plus dur pour moi parce que dans le sens où le job que je faisais, c'était pas un job d'usine, c'était pas un job physique ou quelque chose de très compliqué. C'était même agréable, les réseaux sociaux et tout, faire du contenu. Voilà, c'était quelque chose que je kiffais. Mais juste toute cette partie-là, c'était vraiment le truc, ma vraie raison, mon pourquoi je voulais quitter ça, c'était vraiment pour ça, c'était pour pouvoir être libre et avoir cette liberté de faire ce que je veux quand j'en ai envie. Et du coup, comme je disais, donc les accompagnements en nutrition que je faisais, voilà, ça prenait un petit peu, mais c'est vrai que j'étais pas hyper drivée. Enfin, les premiers mois, j'étais vraiment super contente, mais au fur et à mesure, j'avais des personnes que j'accompagnais, mais en fait, moi, j'étais assez frustrée parce qu'il y avait beaucoup de gens, surtout dans la nutrition, je trouve, il y avait beaucoup de gens qui suivaient pas ce que je faisais. Donc, je leur partageais des recettes, je leur partageais des plans alimentaires et tout. Il y en avait qui suivaient, ils arrivaient à perdre du poids, à manger mieux, mais il y en avait beaucoup aussi qui n'écoutaient pas, en fait, et tu te demandais pourquoi ils prennent le coaching, en fait, puisque de toute façon, ils suivent pas. Et ça, c'était le truc un peu chiant. Et à côté de ça, donc, je faisais toujours ma création de contenu par rapport à la nutrition sur les réseaux. Et en fait, je me rendais compte que ce qui me faisait kiffer aussi, c'était pouvoir faire ça. Donc, pouvoir faire des montages vidéo, pouvoir faire des carousels, pouvoir faire des posts qui engagent, pouvoir faire des stories. Et je me suis dit, mais en fait, c'est aussi le métier de community manager que je fais aussi pour mon activité complémentaire, donc en plus de mon salariat. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer en tant que community manager, freelance du coup. Et en fait, c'est comme ça que mon activité, elle a évolué vers ça. Donc,
après mes 1 an de CDD en tant que community manager salarié, j'ai quitté, j'ai décidé, voilà, je pars, je me lance à 100% en full-time à mon compte. Mais donc, je me suis lancée à 100% full-time en tant que community manager et donc plus la nutrition. Donc ça, c'est vraiment le cheminement. Et moi, j'avais vraiment la vision. Genre, je savais, ok, moi, je veux bosser pour moi, je veux bosser à mon compte, quitte à faire des heures pas possibles et tout, à travailler 80 heures semaine, je sais que ça va payer pour plus tard, je sais que je vais y arriver. Et ça me drivait vraiment, je savais que voilà, c'était quelque chose qui était fait pour moi et je m'en rendais bien compte quand je travaillais sur mon activité, donc ma propre entreprise, j'étais beaucoup plus animée que quand je bossais dans le bureau pour un patron. Bon, après, évidemment, je le raconte comme ça, mais j'ai rencontré plein de galères, enfin, faut pas croire, même tout ce qui est galère administrative, c'est chiant au début quand tu crées ton entreprise, tout ce qui est comptabilité et tout, j'ai rapidement pris un comptable parce que voilà, c'était pas quelque chose que je voulais gérer. Forcément, t'as aussi des prospects parfois qui te répondent pas, qui te ghostent, tu comprends pas pourquoi, tu leur présentes ton offre, ils ont l'air super intéressés, mais après ils disparaissent dans la nature. Enfin, tout ça, c'est des galères que tu rencontres quand t'es entrepreneur et que tu rencontres pas forcément quand t'es salarié, mais quand t'es salarié, tu rencontres d'autres galères en fait. Donc voilà, je dis pas que c'était tout beau, tout rose et que ça a été parfait tout le temps. Enfin, le cheminement, je l'explique vraiment comme ça parce que voilà, je vais pas m'étaler pendant 1 heure, quoique je pense que cet épisode va quand même être long, mais voilà, vraiment pour t'expliquer qu'il y a eu quand même des hauts et des bas. Et c'est en 2022 que finalement j'ai découvert la création de contenu UGC. Donc à ce moment-là, j'étais community manager, je travaillais pour mes clients, mais je faisais beaucoup aussi de sous-traitance. Donc j'avais en gros un gros client qui lui avait d'autres clients et moi je bossais, si tu veux, avec lui, genre en partenariat avec lui, mais j'étais pas sa salariée en fait, j'étais toujours freelance et tout, je facturais ce gars-là, mais c'était de la sous-traitance, on appelle ça comme ça. Et c'est vrai que moi j'en avais un peu marre de faire de la sous-traitance, je voulais avoir mes propres clients, mais c'est vrai que en community management, en tout cas à l'époque en Belgique, les entreprises elles avaient du mal à donner de l'argent. Je me rappelle, j'avais des packs genre à 300 euros par mois pour faire du community management, enfin c'est vraiment que dalle, genre à l'heure actuelle ça coûte beaucoup plus cher et c'est normal, c'est un énorme travail et j'avais encore des gens qui chicanaient sur le prix et tout, enfin vraiment dinguerie. J'ai rencontré un grand nombre de rats pendant ma période en tant que community manager, c'est vraiment lunaire le nombre de rats que j'ai rencontrés. Mais donc bref, c'est à ce moment-là aussi que je découvre le user generated content, donc le fait de pouvoir collaborer avec des marques mais de pas être influenceuse, donc tu crées du contenu pour ces marques-là et tu les postes pas sur tes réseaux. Et je me suis dit, ok, attends, il faut que je me lance, je pourrais carrément combiner ça avec le CM. Et donc je me rappelle, donc j'avais découvert ça sur TikTok, donc mon TikTok anglophone, c'était je crois une américaine ou une britannique qui en parlait. Et je me suis dit, ok, il faut que je me lance, je vais voir si ça marche et tout. Pendant 2 semaines, j'ai fait que scroller sur TikTok pour rechercher en fait des tips sur comment on se lance dans la création UGC, comment on crée une vidéo, c'est quoi un portfolio, etc. J'avais un petit carnet rouge dans lequel j'avais tout noté, je l'ai toujours d'ailleurs ce carnet, j'avais tout noté vraiment comment faire, c'est quoi le plan d'action et tout. Et après 2 semaines, je me suis dit ok, ça y est, c'est bon, je suis prête, je vais me lancer et je vais tenter ma chance en fait avec le user generated content. Et là, ça a été le drame parce que en fait, je me suis fait ghoster quasiment par toutes les marques que je prospectais, ou alors quand j'avais des réponses, c'était des réponses négatives et c'était vraiment horrible parce que je comprenais pas en fait, j'avais l'impression d'avoir tout bien fait, j'avais suivi les conseils des américaines et tout, enfin voilà, je me disais pourtant j'ai vraiment tout fait, mais juste je comprenais pas ce qui coince. Et ça a duré quasiment 2 mois, donc je crois que c'était 6 ou 7 semaines où ça a duré et que j'avais pas de contrat. Et je me rappelle, j'avais dit à mon copain, mais enfin, ça marche pas en fait l'UGC, c'est pas possible, les gens, les marques elles comprennent pas ce que je leur veux, à chaque fois elles me proposent de l'influence, enfin elles me disent pourquoi t'es influenceuse alors que t'as 70 abonnés, alors que moi j'essaie de leur faire comprendre que je vais pas poster la vidéo sur mes réseaux. Enfin bref, c'était un bordel monstre et j'arrivais pas à avoir de clients et c'était vraiment horrible. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit ok, il y a peut-être quelque chose que j'ai mal fait, je vais peut-être réfléchir, prendre le problème dans l'autre sens, au lieu de me dire ouais l'UGC ça marche pas, je vais me dire comment faire pour que l'UGC ça marche. Et donc c'est à ce moment-là que je me suis remise en question, je me suis rendu compte ouais ok en fait mes vidéos elles sont pas du tout adaptées, déjà c'est pas des vidéos UGC, mon portfolio il est basique, il est boring, mes messages de prospection c'est des copier-coller que j'envoie à toutes les marques et je fais même pas attention aux besoins de la marque en question. Enfin voilà, je me suis vraiment remise en question et j'ai réalisé qu'il y avait plein de points comme ça à améliorer. Donc j'ai décidé de me former, je me suis formée sur le marché américain, donc anglophone, donc forcément c'était pas hyper adapté au marché francophone puisque en Europe c'était vraiment les débuts, genre je me rappelle au début de l'UGC on était genre 2-3 filles à parler de ça, mais sinon enfin tout le monde pensait qu'on parlait du cinéma, genre il y avait personne qui se doutait qu'il y avait une possibilité de collaborer avec des marques sans être influenceuse. Et du coup c'était beaucoup plus compliqué que les américaines qui elles avaient déjà leur stratégie et tout. Donc ce que j'ai fait, c'est j'ai essayé d'adapter la stratégie que j'ai appris dans ma formation anglophone
au marché européen, donc au marché belge et français. Et j'ai commencé à démarcher des marques comme ça. Et finalement, ma première collab, c'était même pas un démarchage, c'était un inbound. Donc j'étais sur les réseaux sociaux, j'avais peut-être sur TikTok, j'avais peut-être 100 abonnés, quelque chose comme ça. Et la marque, elle m'a découvert, elle m'a envoyé un message et elle m'a proposé de faire des vidéos pour ses réseaux. Donc je me rappelle, j'avais pas été payée blindée, je crois que c'était 120 € la vidéo, quelque chose comme ça. Mais moi, à l'époque, j'étais trop refaite. Je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. Je me suis dit, là, ça y est, ça marche. C'est un vrai truc, ça fonctionne. Il y a vraiment des marques qui vont me payer pour faire ça. Donc j'étais vraiment refaite. Et je me rappelle, donc j'ai mis du temps. Hein. Tu pourrais te dire que voilà, c'est beaucoup de temps, mais donc j'avais les chiffres. J'ai encaissé mes premiers 813 € en l'espace de 2 mois. Donc après 2 mois à m'être lancée et avoir vraiment charbonné, avoir revu toutes mes méthodes et tout, j'ai réussi à encaisser 813 €. Donc c'est pas énorme, hein, clairement. Enfin voilà, en 2 mois, ça fait 400 € par mois. Mais pour moi, ça me montrait en fait que c'était possible, que oui, ça existait, que oui, c'était possible de réussir là-dedans et que j'allais réussir là-dedans. Donc après ça, j'ai commencé à vraiment charbonner, à refaire à fond mes vidéos de mon portfolio, à tout améliorer. Vraiment, tous mes messages de prospection, ils étaient de plus en plus affinés, de plus en plus personnalisés. Et au bout de 6 mois, là, j'ai commencé à stabiliser mon chiffre d'affaires et à encaisser 4000 € par mois. Donc ça s'est pas fait comme ça, de 800 € à 4000 €. Je crois que mon 3e mois, j'avais peut-être fait 1000 €, puis mon 4e mois, j'avais fait 2000 ou 1008, je sais plus trop. Mais donc, ça s'est vraiment fait crescendo. Après, il y avait des mois où je retombais. Je pense qu'il y avait un mois où j'étais passée de 2000 € à 1500 €. Donc ça faisait un peu comme ça. Mais j'ai quand même, au bout des 6 mois, j'ai quand même réussi à commencer à stabiliser ce chiffre d'affaires-là et à encaisser tous les mois 4000 € juste avec les collaborations UGC, parce que là, j'ai commencé à intégrer des packs, j'ai commencé à facturer aussi les fichiers bruts, donc tout ce qui est rush. Tout ça, c'est des trucs que j'imaginais même pas possible de pouvoir vendre. Et c'est seulement quand j'ai commencé à faire ça que j'ai commencé à gagner plus d'argent. Et là, je me suis dit, ok, le community management, c'est bien, mais là, je fais surtout de la sous-traitance avec le client dont je t'ai parlé juste avant. L'UGC, ça me permet finalement de vivre et de remplacer en fait ce que je gagnais avec le CM. Let's go, en fait, j'arrête le CM et je me lance à fond dans l'UGC, c'est ça que je préfère. Et donc, c'est comme ça que j'ai abandonné ma casquette de CM parce que je me rendais compte que moi, ça me plaisait plus. L'UGC, c'était vraiment ça qui était le plus adapté à moi. Et là, quand je me suis lancée en full-time là-dedans, j'ai réalisé, ok, là, j'ai enfin réussi tout ce que j'ai toujours voulu. J'ai un métier qui me fait vibrer, qui me fait kiffer. J'adore créer du contenu. Je travaille avec des marques hyper différentes, des secteurs hyper variés, avec des marques toutes plus incroyables que les autres. J'ai ce métier qui me permet d'être libre, donc de mes horaires. Je fais ce que je veux, je suis pas là à devoir travailler de 9h à 17h. Si j'ai envie de faire une journée où je travaille que 2 heures, je travaille que 2 heures. Je suis libre aussi géographiquement, dans le sens où, voilà, si j'ai envie de partir en vacances la semaine prochaine, y a pas de problème, je pars en vacances la semaine prochaine, je prends les produits avec s'il faut pour faire le tournage à l'étranger, enfin voilà. Libre aussi de mon argent, parce que c'est moi qui fixe mes tarifs, et généralement, plus tu vas augmenter en expertise, tu vas augmenter en qualité dans tes vidéos, plus tu vas pouvoir augmenter tes prix, et ça c'est quelque chose que j'avais pas forcément quand j'étais salariée, puisque là, c'était, t'as une augmentation de 100 € tous les ans, donc moi, comme j'étais restée 1 an seulement, j'ai jamais eu d'augmentation, mais mes collègues me l'avaient déjà dit, t'as 100 € en plus par mois, quoi. Et donc là, c'était vraiment quelque chose qui me permettait ça, de pouvoir augmenter mes prix beaucoup plus rapidement que si j'étais restée dans le salariat. Enfin là, je me suis dit, ok, j'ai enfin réussi à accomplir tout ce que j'ai toujours voulu. Et pourquoi je t'ai raconté tout ça ? C'est vraiment pour te montrer que de base, comme tu l'as compris, j'étais une personne hyper introvertie, hyper timide. Moi, jamais de la vie, j'aurais osé négocier des tarifs, osé arrêter avec des clients parce que voilà, j'en avais marre de ce métier-là, même si je l'ai fait dans les règles et tout, hein, c'était quand même pro, mais je me serais dit, ouais non, il compte sur moi et tout, je vais continuer, je vais mordre sur ma chic, même si ça me plaît pas. Puis même, je m'étais jamais vue entrepreneur, me lancer dans l'entrepreneuriat, tout gérer à mon compte et tout. Enfin, c'est quand même quelque chose qui peut faire peur. Et tu peux te dire, ouais, ça nécessite une certaine intelligence, des certaines compétences et tout, alors que non. Enfin, si, évidemment, tu dois apprendre des compétences, c'est pas ça que je veux dire. Mais je veux dire, moi, quand j'étais plus jeune, je me disais pas que j'étais une fille qui pourrait un jour créer sa boîte, ouvrir sa propre entreprise, parce que comme je t'ai dit, pour moi, c'était réservé à l'élite. Et finalement, aujourd'hui, je le fais. Et je me rends compte, en fait, que c'est juste du travail, de l'apprentissage, de la régularité, mais qu'il faut pas être plus intelligent que la norme. Et puis, forcément, après l'UGC, ça a continué d'évoluer. Comme tu le sais, aujourd'hui, j'ai un accompagnement. UGC School a été créé en 2023, ça n'a fait que évoluer. On a accueilli plein de personnes. Les retours, ils sont tout le temps extrêmement positifs. On me dit souvent par message, j'ai entendu parler de ta formation, j'en ai entendu que du bien et tout. Aujourd'hui, la communauté
communauté, elle est ultra soudée et je me dis que si je m'étais jamais lancée là-dedans, tout ça, en fait, ça aurait jamais existé. Genre, UGC School, ça aurait jamais existé. Cette communauté, elle aurait jamais existé. Tout ce que mon entreprise me permet de faire, d'avoir d'une certaine façon un impact, même si c'est à mon échelle, de pouvoir aider des personnes à se reconvertir professionnellement ou aider des marques à mieux communiquer sur les réseaux, tout ça, si j'avais pas osé à l'époque, si je m'étais pas dit ok, je prends un risque, tout ça, ça n'existerait pas. Et genre là, je serais peut-être toujours dans ce bureau à travailler de 9h à 17h30 pour un patron, pour un salaire qui était vraiment pas incroyable. Je gagnais 1713 € net quand même. Et tout ça, c'est uniquement parce que j'ai décidé de croire en moi, de mettre toutes les chances de mon côté et parce que j'avais une vision qui était différente. Et je me disais, mais non, je peux pas rester dans cette situation. Si je reste dans cette situation, ça peut aller très très vite. Les gens, la plupart des gens, ils se disent, ouais, je vais faire ce job-là, ça va être temporaire, voilà. Et tu les retrouves 10 ans, ils sont toujours dans ce job-là. Et moi, je voulais pas de ça. Et quand j'étais en Chine, j'ai vraiment vu mon avenir défiler devant mes yeux. Je me suis vue derrière ce bureau de 9h à 17h à traduire des textes du mandarin vers le français, à travailler pour un patron, à avoir des horaires fixes, à attendre le week-end, à devoir demander la permission pour poser des congés. Et je me suis dit non, je veux pas de ça. C'était inconcevable en fait pour moi. Et je sais que c'est le quotidien de beaucoup de personnes. Il y en a, voilà, ça leur convient. Il y en a, ça leur convient pas trop, mais on va dire ils mordent sur leur chic et ils continuent comme ça. Et il y en a qui subissent vraiment, genre ils sont comme moi, ils ont un désir de liberté, ils ont pas envie de faire ça, mais ils ont peut-être cette vision, comme moi j'ai eu la vision quand j'étais community manager pendant 1 an. Genre t'as cette vision, tu sais que tu te mets une deadline, voilà, tu restes 1 an, tu restes 2 ans, tu restes 3 ans, mais tu sais que derrière tu vas partir parce que t'as quelque chose d'autre à créer. Tu veux pas rester là. Et si aujourd'hui t'as cette vision, que t'as ce désir de liberté, que toi aussi tu veux faire quelque chose de différent, que tu veux sortir des sentiers battus, que t'as pas envie de suivre la voie qui a été établie, toute tracée pour toi, mais tu es capable de le faire. Et c'est pas parce que t'as une personnalité introvertie, que t'es quelqu'un de timide, que t'es pas né dans une famille d'entrepreneurs, que t'as pas énormément d'argent à investir, que t'en es pas capable. Pour moi, tu es capable de tout à partir du moment où tu t'en donnes les moyens. Et c'est maintenant que je vais te donner les 3 éléments qui, moi, m'ont aidé dans ma vie et qui m'ont fait passer de, comme je t'ai dit, de meuf vraiment ultra timide, ultra introvertie, à suivre la voie toute tracée, à femme indépendante, épanouie dans son travail, épanouie dans sa vie personnelle, et qui ne doit rendre de compte à absolument personne. Et moi, la première chose, le premier élément qui m'a vraiment aidé dans ma vie et dans cette transition, c'est la rigueur. Si tu me connais un petit peu, ou si même t'es dans UGC School, je pense que les élèves du UGC School savent ça, mais moi je suis quelqu'un qui accorde vraiment beaucoup d'importance à la rigueur, au fait d'être professionnel, au fait d'être carré, d'être organisé dans ce que tu fais et de pas laisser le désordre l'emporter. C'est hyper important parce que rien que le fait d'être professionnel, d'être carré, ça va te démarquer de tellement d'autres personnes. J'ai tellement d'anecdotes avec des personnes, des entrepreneurs, des entreprises, des marques où ça s'est pas du tout bien passé, tout simplement parce qu'ils étaient absolument pas carrés, absolument pas professionnels. Et en fait, ça donne pas du tout envie de travailler avec ces gens-là. Et donc, ça m'a aidé, cette rigueur, ça m'a aidé dans le fait d'avoir des clients récurrents, des gens qui me font confiance parce que ça augmente aussi ta crédibilité, le fait d'être pro, d'être carré. Mais aussi, moi, dans ma vie entrepreneuriale, si, imaginons, tu te lances dans l'UGC et que t'es pas du tout organisé, que tu reçois un mail avec une proposition de collaboration, tu le regardes vite fait et après tu te dis ouais c'est bon, je regarderai plus tard, puis après t'as une autre proposition sur Instagram et tu te dis ouais je regarderai plus tard aussi, enfin avoir des messages comme ça à différents endroits, ne pas tout centraliser ou ne pas avoir de CRM, ne pas avoir de process clair et fluide quand tu fais des collaborations, enfin tout ça, ça va juste faire que tu vas être submergé, tu vas pas bien faire ton travail et si tu fais pas bien ton travail, à long terme tu vas couler. Enfin c'est un peu dur à dire comme ça, mais ouais si t'es pas carré, enfin les gens ils peuvent pas avoir confiance en toi, si t'es pas organisé dans ton taf, voilà, tu vas faire des erreurs et des erreurs qui peuvent coûter cher. Et donc ça, franchement, si tu arrives à intégrer cette rigueur dans ton métier, dans ta vie professionnelle, ça va vraiment déjà tout changer. Ensuite, le deuxième élément qui a été game changer, ça a été de croire en mes capacités, mais seulement si je m'en donne les moyens. Parce que c'est bien beau de se dire oui, je crois en moi, je sais que je suis capable de tout faire. Non, si tu veux être capable de tout faire, il faut t'en donner les moyens. Donc moi, ce qui m'a aidé, c'est me former, lire, me faire coacher, me faire accompagner, poser des questions, demander des avis à des personnes qui sont déjà là où j'ai envie d'être. Tout ça, c'est des éléments qui font que tu te donnes les moyens d'atteindre ce que tu veux. Mais juste te dire, ouais, je suis capable de réussir dans l'UGC, ça va le faire tranquille, mais derrière, juste à part ta croyance, t'as rien, tu mets rien en place, tu peux pas réussir. Enfin, les résultats, ils vont pas tomber du ciel. Et le troisième et dernier élément qui m'a vraiment aidé, c'est de briser mes croyances limitantes, de réaliser qu'il n'y a pas de bonne famille dans laquelle naître pour réussir dans l'entrepreneuriat.
T'as pas besoin de compétences innées pour réussir. T'as pas besoin d'avoir un énorme capital financier pour réussir ce que t'entreprends. T'as pas besoin d'être premier de classe ou d'être la personne la plus intelligente de la pièce pour réussir dans ce que tu entreprends. T'as pas besoin d'être une personne hyper extravertie pour réussir à parler en public, pour réussir à parler sur les réseaux, pour réussir à fédérer une communauté. Tout ça, t'en as pas besoin. Tout ça, c'est des croyances limitantes que j'avais avant. J'ai fait un gros travail dessus pour vraiment pouvoir les briser. Et ça demande du temps, ça demande de la patience. Mais une fois que t'as brisé ça, en fait, c'est à ce moment-là que tu vas te dire, ok, si j'ai envie d'accomplir ce que je veux, il suffit que je me donne les moyens, en fait. Puisque tous ces trucs-là, c'est pas des choses qui m'empêchent de réussir. Donc, il suffit de faire les choses qui vont m'aider à réussir pour réussir. Et donc ça revient au deuxième élément que j'ai donné juste avant, qui est de se donner les moyens de réussir. Et évidemment, d'être rigoureux dans ce que tu fais, quand tu vas apprendre des trucs, quand tu vas te former, quand tu vas te faire coacher, être carré à ce niveau-là aussi. Donc c'est vraiment 3 trucs qui, pour moi, vont vraiment ensemble, genre on peut pas les séparer. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a aidé à littéralement transformer ma vie. Parce que comme je te dis, aujourd'hui, je suis hyper contente de ce que j'ai pu accomplir, de ce que j'ai pu créer. Et je sais que c'est que le début, j'ai encore plein de trucs à faire. Et ça me fait kiffer de penser à mon avenir. Alors que quand j'étais salariée, quand je m'imaginais encore plusieurs années dans ce truc-là, ça me faisait pas kiffer. J'avais pas du plaisir à m'imaginer mon avenir, tu vois. Tandis que là, je vois un bel avenir devant moi qui, bien sûr, va me demander du travail, va me demander du temps, de la patience, de la persévérance. Mais pour moi, c'est positif. Et ça, c'est hyper plaisant et c'est honnêtement ce que je souhaite à tout le monde et ce que je te souhaite à toi qui écoute cet épisode de podcast. Mais vraiment, souviens-toi de ce que je t'ai dit, tu es capable de tout. Tu peux vraiment tout faire à partir du moment où tu te donnes les moyens, où tu arrêtes de croire à ces croyances limitantes. Il n'y a pas de bonne famille dans laquelle naître, il n'y a pas de capital financier spécifique à avoir. Vraiment, tu es capable de tout. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Je sais pas trop combien de temps il a duré parce que je pense que je vais devoir faire des cuts. J'espère que ça n'a pas été trop long. N'hésite pas à me donner ton avis, comme d'habitude, en message sur Instagram de ce que tu en as pensé. Si ça t'a débloqué certaines choses aussi dans ton esprit, peut-être des croyances limitantes, si ça t'a inspiré, si ça t'a motivé, et exactement qu'est-ce que tu as envie d'accomplir aujourd'hui. Pose-toi la question après cet épisode, qu'est-ce que tu as envie d'accomplir, c'est quoi tes objectifs et qu'est-ce que tu vas mettre en place pour y arriver. Et tu peux même me l'envoyer par message sur Instagram, moi ça me ferait trop plaisir et trop kiffer de pouvoir lire ça. Donc voilà, en tout cas je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.